Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Tamara de Lempicka, 1894-1980, nu masculin, huile sur toile, 1924, collection privée. C'est bien connu, Tamara de Lempicka n'a pas peint beaucoup de nus masculins. Un seul en réalité, celui que nous voyons pour être précis. On peut porter le nombre éventuellement à 2 en y ajoutant son dessin de 1929, nu masculin assis, voire à 3 en y ajoutant un timide nu de dos et à la fesse très molle, daté de 1920, le premier dans l'ordre chronologique donc, et qui évite soigneusement, par l'angle choisi, d'aborder le sujet qui fâche. Ça fait du bien, je trouvais personne à qui en parler, mais il faut lâcher. Pas toi, mais faut lâcher. Car la particularité de ces 3 uniques nus masculins est de cacher ostentoirement, si l'on me permet cet oxymore, les organes génitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très net dans son dessin de 1929, où on a l'impression qu'il a été arraché. C'est un peu plus dissimulé sur cette toile, où le personnage a bien une ébauche d'organes sexuels, mais sournoisement tapi dans une ombre propice, évidemment. Pedro, est-ce le chant du fufu ou l'odeur du poivrier? Je me sens une autre femme. Sans aller chercher 36 000 explications psychanalytiques pour commenter cette picturale castration, il suffit de se souvenir que Tamara de Lempicka était ouvertement bisexuelle, avec un net penchant vers les dames, ses relations avec l'écrivaine Colette ou la chanteuse de cabaret Suzy Solidor ayant défrayé la chronique parisienne à l'époque où elle vivait dans la capitale française, au numéro 7 de la rue Méchain, dans un atelier conçu par l'architecte Robert Mallet-Stevens. Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus seul chez votre papa, devenez serveuse chez un bougna, élevez des singes, élevez des chats. Son premier mari, le jeune avocat polonais Tadeusz Lempicki, lui servira en réalité à composer son nom d'artiste, auquel elle ajoute une particule, pour faire bonne mesure, et à avoir une fille qu'elle adorait, Kizette, et qui naquit à Saint-Pétersbourg en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et dans une Russie encore tsariste. Excusez-moi, mademoiselle, je suis l'inconnu. Et moi la désenchantée. J'étais dans l'inquiétude que vous n'arrivassiez point. Et mon cœur battait, et vous êtes apparu plus jolie encore que je n'eusse osé l'imaginer. Ben maintenant vous pouvez appeler le garçon. Bien. Garçon? Son second mari, le riche baron hongrois Köfner, outre le titre de baronne, lui assura un statut social et un confort artistique dont elle lui fut toute sa vie reconnaissante. Entre ces deux maris, ou même pendant d'ailleurs, de nombreuses aventures féminines, souvent tumultueuses. Changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous vos matelas, à 50 ans ça servira. Si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas. 10 ans plus tard, en 1931, elle fit partie des 135 femmes soutenues et exposées par la Société des femmes artistes modernes, sous la houlette de la peintre Marianne Kamax-Söger, aujourd'hui inconnue de tous, mais qui fit alors beaucoup pour la reconnaissance de la peinture féminine, et qui réunissait Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Mariette Lidis, Tamara de Lempicka, Shana Arloff, Marie Cassatt, Olga Boznanska, Suzanne Duchamp, Camille Claudel et Jeanne Bardet. Bref, tout ça pour dire que dessiner des sexes de messieurs n'était pas du tout son truc à notre Tamara. Oui, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Bien sûr. C'est sa vie, hein, c'est ça? C'est sa vie privée. Oui, sa vie privée. C'est ça? Oui. Ses maris s'accommodaient d'autant plus de son saphisme que c'était devenu dans l'entre-deux-guerres presque une mode de voir 2 dames alanguies, dont l'une en costume d'homme de préférence, conversant allègrement entre 2 verres de champagne. Le genre avait été remis au goût du jour par son tableau Perspective, où les 2 amies, qui sans faire vraiment scandale, là on avait vu bien d'autres, des dames affairées, fut très remarqué au salon d'automne de 1923, et qu'une mode vestimentaire et capillaire en découla, que l'on appela la garçonne. Sic. Les femmes, libérées de leur corset par un certain Paul Poiret, aidé de Madeleine Vionnet, se libéraient aussi publiquement de leur longue chevelure, qu'elles coupaient comme des garçons. Tamara de Lempicka fut une des grandes prêtresses de cette mode, et on en trouve de nombreux témoignages dans ses toiles. Je sais pas comment ça va se terminer. C'est une accumulation, et que je dis que... Une accumulation, ça. Tant pis, j'aime mieux aller chez Louis Taylor, tant pis, plutôt
plutôt que de continuer. Hein. Mais revenons à l'heureux élu qui figure sur cette toile, en compagnie d'une statue de bois féminine d'allure slave. Eh bien, on ne sait pas trop qui peut être ce brave homme, même s'il ressemble à beaucoup d'hommes qu'elle a peints. Présenté de face mais tendant son profil, le torse bombé, la main crispée sur sa jambe comme s'il la griffait, et le sexe enfoui volontairement dans une pénombre que rien ne commande à cet endroit, dans l'éclairage ambiant en tout cas, cet homme n'est personne. Flûte, j'ai pris la trousse de maquillage de maman. Oh mon Dieu! C'est-à-dire qu'il est en réalité tous les hommes, dans une touche cubiste qui bizarrement n'est pas sans rappeler celle du maître de Tamara de Lempicka à l'Académie de la Grande Chaumière, André Lhote. Délaissant son attirance pour le maniérisme florentin, c'est donc à Paris et avec cette toile que Tamara de Lempicka gagne ses galons modernistes, et l'on retrouve bien ici déjà les particularismes de son style néocubiste. Georges Braque, qu'appelleriez-vous un maître? Un maître, c'est celui qui tient un talent et qui l'exploite. Mais justement, alors, ceux qui ont recours à leur talent, c'est ceux qui ont une méthode. Oui, un système, un truc. Oui, enfin, on appelle ça un truc, ça dit oui. On peut appeler ça un truc aussi, ça. Entre 1935 et 1939, fuyant à nouveau une guerre, en l'occurrence les bruits de bottes qu'elle apprécie d'autant moins qu'elle est juive, née Tamara Rosa Hurwitz, elle s'installe aux États-Unis en 1939 où, avec l'aide de son baron de Marie, qui devient l'un de ses premiers mécènes, elle expose coup sur coup à New York et à San Francisco, chez Paul Reinhardt et chez Julien Lévy. Polonaise de naissance, mais citoyenne russe, elle a gardé toute sa vie ses deux nationalités et son domicile parisien de la rue Méchin, malgré le fait de passer le reste de sa vie aux États-Unis, avant de la terminer au Mexique auprès de sa fille. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma, ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça, ces boniments la rendent moins timide, bref on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera $1. Aux États-Unis, où la presse l'avait surnommée la baronne au pinceau, elle ne peignit plus jamais d'homme nu, un style lié dans son œuvre à sa période et à sa vie parisienne, qui fut pourtant plus riche en aventures féminines qu'en aventures masculines. Après-guerre, elle tomba dans un oubli profond, dicté par un mépris du monde de l'art pour son œuvre, jugée beaucoup trop décorative. Son extravagante personnalité ne faisait d'autre part pas l'unanimité dans le monde finalement assez convenu de l'art américain abstrait et minimaliste naissant. Pour ces artistes, Tamara de Lempicka était une peintre au mieux hollywoodienne, au pire digne de décorer les vitrines des grands magasins de la 5e avenue. Les années 70 et la mode rétro permirent de redécouvrir son œuvre et de s'apercevoir à quel point elle était importante. Ce jugement ne s'est jamais démenti depuis. Avant de mourir et de faire répandre ses cendres sur les flancs du volcan Popocatépetl, gardant pour le Paris de sa jeunesse un amour particulier, elle fit don de nombre de ses toiles au Centre Pompidou à Paris, qui les conserve aujourd'hui jalousement. Les autres, comme celle-ci, sont disséminées dans de grandes collections privées de la planète, et chaque passage en salle des ventes d'une de ses œuvres demeure un événement majeur. Comme le résume très bien son arrière-petite-fille, Marisa de Lempicka, compactant la vie de son aïeul de façon spectaculaire en disant que son implication sociale fut telle que Tamara de Lempicka serait aujourd'hui une influenceuse sur Instagram. Que puis-je vous offrir, mademoiselle? Un Manhattan. Quoi? Un Manhattan. De Manhattan, garçon. Quoi? Ah, il n'a pas de Manhattan. De Porto. En réalité, elle l'est déjà, puisque ses toiles les plus célèbres y sont partagées des dizaines de millions de fois. Ponctuation sonore. Pauline Carton et André Berlet, Sous les palétuviers, extrait du film Toi, c'est moi, 1936. Vincent Scotto, Où est-il donc? Chanson créée par Fréhel en 1926. Les Deschiens, Jackson et Balladur. Les Simpsons, Au secours, ma mère a perdu son sac. Dessin animé 1990. Henri Decoing, Premier rendez-vous, film avec Daniel Darieux et Louis Jourdan, 1941. Michel Arnaud, Ne vous mariez pas les filles, chanson, 1964. Fernand Reynaud, Heureux, sketch, 1966.
Les grands entretiens de Georges Charbonnier, 1950-1953, Georges Braque, musique d'Henri Sauguet.